de votre accueil. Pardonnez-moi de vous parler assis sur une table. J'ai encore une cheville fragile. C'est normal, c'est la cheville gauche, elle a besoin de beaucoup de rééducation. J'entame aujourd'hui ma 80e visite d'une fédération de notre formation politique, ce qui, pour quelqu'un qui avait le pied cassé depuis le début du mois de septembre, n'est pas si mal. Mais au fur et à mesure de ces visites, ma situation s'aggrave, puisque, comme vous l'avez entendu avant moi, la plupart des orateurs passent leur temps à dire du bien de moi, donc ma cheville continue d'enfoncer. En tout cas, je voudrais remercier tous les organisateurs de cette manifestation. Je voudrais dire à Marlène Mourier toute mon affection, combien je suis heureux qu'elle ait choisi de porter ici, dans cette fédération, ma candidature. Elle m'a rajeuni tout à l'heure de 30 ans en évoquant ce souvenir du cercle que nous avions créé avec Philippe Séguin, avec François Daubert, avec Michel Noir et quelques autres. Ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que cette tentative, qui était déjà une tentative pour rassembler toute la droite et le centre dans une même famille politique, a été tuée dans l'œuf en l'espace de quelques mois par tous les barons de nos formations politiques respectives, et il a fallu attendre 30 ans pour que, enfin, ce projet voit le jour avec l'UMP après la terrible élection de 2002. Je veux remercier Patrick Labaume et Hervé Mariton de leur accueil, de leur engagement, du travail qu'ils font à l'Assemblée nationale. Je veux dire à Marie-Hélène Doraval qu'on la regrette. On n'est pas très nombreux à l'Assemblée nationale. Moi, je suis assis sur un banc de droite. Quand je me retourne pour regarder derrière moi, je ne vois que des gens de gauche. Donc, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas très nombreux. Et ils ont remporté une grande victoire aux élections législatives et vraiment, vous nous manquez. Enfin, je voudrais saluer Madame Biancheri en lui disant combien on pense à son époux et combien il a marqué non seulement ce département, mais notre pays. Je voudrais dire... Mon amitié à Nora Berra, qui a bien voulu venir participer à cette réunion et qui se bat beaucoup à Lyon et dans le département du Rhône pour ma candidature. Et je voudrais surtout vous remercier, vous êtes incroyablement nombreux, on est un samedi après-midi, je sais bien qu'il ne fait pas beau, mais enfin quand même, je suis sûr que vous avez plein d'autres choses à faire. Seulement, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas unique, parce que partout où je vais, depuis le début du mois de septembre, les salles sont pleines à Paris. Partout, il y a des gens debout. Il arrive même parfois qu'on n'arrive pas à accueillir tout le monde dans les salles qui ont été prévues pour cette campagne interne. Je ne peux pas croire que vous soyez aussi nombreux uniquement parce que c'est la campagne interne pour l'élection du président de l'UMP. Bien sûr, c'est très important d'élire le président de l'UMP, mais après tout, beaucoup d'entre nous, vous me connaissez, vous connaissez Jean-François Copé, vous n'auriez peut-être pas ressenti le besoin de vous déplacer en masse, comme ça, à l'occasion de cette élection, s'il n'y avait pas autre chose. Et autre chose, c'est quoi? C'est la gravité de la situation de notre pays. Au fond, je suis convaincu que si vous êtes aussi mobilisés, je sens d'ailleurs depuis la mi-octobre cette mobilisation s'amplifier jour après jour, c'est parce qu'il y a beaucoup de gravité. C'est parce que vous comprenez que notre pays est tout droit en train de se diriger vers ce que j'appelle une crise politique. Et la responsabilité de l'UMP, c'est-à-dire votre responsabilité à vous, en même temps que la mienne, et tous ceux des dirigeants de notre parti, c'est d'être capable, dans les meilleurs délais, d'incarner à nouveau un espoir pour les Français. Incarner un espoir pour les Français, pas seulement parce qu'on veut gagner les élections, incarner un espoir pour les Français pour éviter que notre pays ne s'engage dans des aventures, pour éviter que la France ne s'engage dans une crise politique. Pourquoi est-ce que je parle de crise politique? Parce qu'on est exactement dans la situation où une crise politique menace. Les Français ont choisi il y a 6 mois un président de la République, François Hollande, et une majorité de gauche. 6 mois après, ils n'en veulent plus. 6 mois après, ils sont découragés, désespérés, ils ont perdu toutes leurs illusions, et ils sont dans une situation de grande angoisse. Pourquoi? Parce qu'on est au début du quinquennat. Parfois, dans les réunions que j'anime en ce moment, avec la chaleur et l'enthousiasme des militants, on se dit à la sortie, on a l'impression qu'on est à la veille de l'élection présidentielle.
qu'on est à la fin du quinquennat, qu'on est en train de juger François Hollande et la gauche, et qu'on va décider dans quelques jours du prochain président de la République et de la prochaine majorité législative. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a encore 4 ans et demi pour lui. Et quand un gouvernement est aussi impopulaire, et un président de la République est aussi impopulaire 6 mois après son élection, le risque est très grand que s'ouvre une crise politique. C'est-à-dire que les Français cherchent une manière ou une autre pour exprimer leur mécontentement. Et comme ils n'ont pas d'élection sous la main, eh bien, cette manière d'exprimer leur mécontentement, ça peut être le choix de solutions extrémistes, ça peut être le conflit social, ça peut être une certaine forme de violence. Vous savez, on n'est pas dans un pays conflictuel. On est dans un pays qui a déjà connu dans son histoire pas mal d'épisodes éruptifs. On est dans un pays qui, à chaque fois qu'il est confronté à un choix historique difficile, a toujours hésité entre 2 attitudes. Ou bien le rassemblement des Français, pour essayer de redresser le pays, ou au contraire la division, la violence, le conflit social, les extrêmes, la révolution. Nous sommes aujourd'hui dans une situation, je ne dis pas que la révolution nous menace, mais au moins que l'aventure, que la crise politique nous menace. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Parce que la France est secouée par une crise très grave. Je voudrais, à l'instant, Hervé a parlé de dire la vérité. Il y a beaucoup de mes amis qui me disent depuis le début de la campagne, t'exagères, tu es trop pessimiste, tu vas trop loin, tu leur dis des choses qui sont trop difficiles, tu vas les décourager. Il faudrait mener une campagne peut-être plus optimiste. Mais moi je vais vous dire une chose, je veux vous dire la vérité. Je veux vous dire la vérité même si elle dérange. Parce que je pense que c'est parce que dans le passé, on n'a pas assez dit la vérité, qu'on n'a pas été en mesure de régler les problèmes de notre pays. Vous savez, c'est comme quand on dit aux enfants, il ne faut pas mentir. Parce que si tu mens, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont beaucoup menti. Et ensuite, lorsqu'ils se sont retrouvés au pouvoir, c'est le cas de François Hollande aujourd'hui, ils ont tellement menti qu'ils sont dans l'incapacité d'apporter des solutions aux problèmes du pays. Parce que ces solutions consisteraient à faire exactement le contraire de ce qu'ils ont dit pendant des années et des années. Donc moi, je veux vous dire la vérité. Même si c'est une vérité qui peut apparaître comme une vérité difficile. La vérité, c'est que nous sommes menacés de déclin. Voilà, je dis les choses simplement. L'économie française, le continent européen, nous sommes menacés de déclin. Pourquoi? Parce que nous sommes bousculés. Nous sommes bousculés par un continent entier, qui est le continent asiatique. Un continent peuplé par des milliards d'habitants, qui travaillent très dur, qui investissent, qui se forment, qui innovent, et qui sont en train tout simplement de prendre notre place dans l'économie mondiale. Ils sont en train tout simplement de nous pousser en dehors de l'histoire. Ils sont en train, pour prendre une comparaison qui va peut-être parler plus aux sportifs que vous êtes, de nous reléguer en 4e division. On les a regardés pendant très longtemps avec condescendance. Surtout nous les Français. Parce que comme on est les plus intelligents du monde, on ne risquait pas d'être concurrencés par des Chinois ou par des Indiens ou par des Coréens. On disait ils vont fabriquer des t-shirts. On disait après, bon peut-être qu'ils vont fabriquer des produits industriels, mais ça sera du bas de gamme. Et nous on gardera toujours la haute technologie. Et bien regardez aujourd'hui. Regardez chez vous en rentrant ce soir. Tous les objets de haute technologie que vous utilisez, ils sont tous fabriqués en Asie. Il n'y a pas très longtemps, la Corée nous a battus sur un marché de train à grande vitesse. La spécialité de la France. Le domaine dans lequel on a les meilleures références au monde, battu par les Coréens. Il y a quelque temps, on a été battu par les Coréens sur un marché de centrales nucléaires. Centrales nucléaires, tout le monde reconnaissait que la France était au meilleur niveau mondial pour fabriquer des centrales nucléaires sûres. C'est les Coréens qui ont gagné le marché. Il y a quelques semaines, les Chinois ont annoncé qu'ils allaient envoyer un homme sur la Lune. Vous allez vous dire, on s'en fiche. Et d'ailleurs, ça sert sans doute à rien d'envoyer un homme sur la Lune. Mais quel symbole! Ça veut simplement dire qu'un pays qui, a 40 ans, était en voie de développement, maîtrise aujourd'hui des technologies que nous ne maîtrisons pas. Voilà la réalité. Et ce qu'il y a devant nous, c'est le risque de déclin. Parce que si le continent asiatique se met à dominer totalement l'économie mondiale, s'il conduit à ce que la plupart de nos secteurs industriels entrent en crise parce qu'ils ne sont pas en mesure de vendre dans le monde des produits de qualité à un prix raisonnable, eh bien, on va être frappé par le déclin. Mais qu'est-ce que c'est que le déclin? Le déclin, ce n'est pas un mot pour les discours, ce n'est pas un mot pour les manuels d'histoire. Le déclin, c'est la vie qui change. C'est votre vie, c'est la mienne qui change. Je veux dire par là que c'est le mode de vie auquel on est habitué depuis 50 ans qui volera en éclat parce qu'on n'aura pas les moyens de le payer. Parce que quand on ne produit pas assez, on n'a pas assez d'argent. Et quand on n'a pas assez d'argent, on peut faire des dettes, ce qu'on a fait depuis 30 ans, mais il y a un moment où ça s'arrête.
et où on est obligé de faire des révisions déchirantes dans ses choix de consommation et dans son mode de vie. L'école gratuite et l'université pour tout le monde, je pense que tous les Français pensent que ça c'est pour toujours. Ben, regardez autour de vous dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui offrent l'école et l'université gratuite pour tout le monde. C'est quelque chose qui coûte très cher. Si on veut le maintenir, il faut être capable de produire. Le meilleur système de santé du monde, parce qu'on a encore, malgré ses défauts, le meilleur système de santé du monde, ça coûte très cher. Et il faut produire pour le financer. Quant à notre système de protection sociale, qui est le plus généreux au monde, vous imaginez bien qu'on ne va pas réussir à le conserver si on est en déclin. Voilà la situation. Et la vérité, c'est que le basculement de l'économie mondiale s'est produit quelque part dans les 5 dernières années. C'est-à-dire que le moment où l'économie asiatique a pris au fond le dessus sur l'économie occidentale, ça vient de se produire. Ça, on ne peut pas le dater à quelques semaines près, mais ça s'est produit en gros pendant les 5 dernières années. Et c'est ça qui a été à l'origine de la crise violente qui frappe aujourd'hui l'Europe et qui frappe en particulier la France. Avec Nicolas Sarkozy, on a essayé de résister à ça. Mais on l'a fait dans des conditions qui étaient les pires. Parce qu'on a dû se prendre de plein fouet l'incendie. On a dû se prendre de plein fouet une crise auquel personne ne croyait. Quand on a commencé à se rendre compte que des États pouvaient faire faillite, c'est le mot que j'avais employé, quand on a commencé à se rendre compte que des pays pouvaient ne plus être en mesure de rembourser leurs dettes, alors qu'on avait toujours cru jusqu'à maintenant que jamais un pays ne pourrait y être en défaut sur le plan financier, alors les conditions de l'organisation économique du monde ont changé. Et nous, on s'est pris ça en pleine figure avec Nicolas Sarkozy. Et ce qu'on a essayé de faire pendant 3 ans, pendant les 3 dernières années, qui explique notre défaite, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'empêcher l'économie française de s'effondrer. Je ne dis pas qu'on a tout réussi. Je ne dis pas qu'on a réussi à faire toutes les réformes que vous attendiez. Mais il y a une chose qu'on a fait, on a empêché l'économie française d'entrer en déclin de manière durable. Ce qui était pourtant la menace qui pesait sur notre pays. Et en faisant ça, on a sauvé la monnaie européenne. Parce que si la France était tombée du côté de l'Espagne, du côté de l'Italie, du côté du Portugal, du côté de la Grèce, c'est-à-dire du côté des pays dont l'économie aujourd'hui est en déclin, alors la monnaie européenne aurait explosé. Parce que l'Allemagne, malgré toute sa force, n'aurait pas réussi à tirer un train dont tous les wagons auraient été en récession. Voilà le travail qu'on a fait. Alors c'est un travail qui nous a conduit à prendre des décisions dures. C'est un travail qui nous a conduit à prendre des décisions sans avoir le temps de les expliquer. Quand il a fallu sauver les banques, on a eu 24 heures pour décider. Quand il a fallu sauver l'industrie automobile française et éviter qu'il y ait des fermetures d'usines chez Renault ou chez PSA, parce que je voudrais faire remarquer que quand on était au pouvoir, il n'y a pas eu de fermeture d'usine chez Renault, il n'y a pas eu de fermeture d'usine chez PSA. Je dis ça pas à vous, mais à ceux qui gouvernent notre pays en ce moment et qui nous donnent des leçons en permanence et qui sont en train de laisser l'économie, l'industrie automobile française aller tout droit vers la catastrophe. Oui, on a pris la décision en quelques jours. Quand il a fallu prendre des décisions pour assurer la crédibilité de l'économie française, des finances françaises, notamment en portant à 62 ans l'âge de la retraite, pour équilibrer les régimes de retraite, oui, on a pris une décision dure. Oui, on a pris une décision difficile. Et on a pris une décision sans avoir vraiment le temps de préparer l'opinion publique à cette décision. Voilà pourquoi on a été battus. Il n'y a pas d'autre raison. Au fond, si vous réfléchissez bien, Nicolas Sarkozy et moi, on a été des pompiers. Et je suis sûr que dans la salle, il y a des hommes et des femmes qui ont déjà connu les pompiers chez eux. Les pompiers, ça éteint l'incendie, mais ça fait beaucoup de dégâts. Et ben nous, on a fait des dégâts. Mais on a éteint l'incendie. En tout cas, on a empêché l'incendie de détruire complètement l'économie française. Il y a des gens qui ont pensé que François Hollande, avec la jolie chanson qu'il leur chantait, pouvait apporter une politique plus douce, pouvait apporter des solutions qui fassent moins appel au sacrifice et à l'effort. Et ils se sont dit, eh bien on va changer. On va prendre Hollande, on va prendre les socialistes, on va se débarrasser de Sarkozy et tout va aller mieux. Et ils l'ont d'autant plus fait que François Hollande, pendant toute sa campagne, n'a eu de cesse que d'expliquer qu'il n'y avait pas de crise, que les difficultés venaient de Sarkozy, qu'il suffisait de se débarrasser de Sarkozy pour que tout aille mieux le lendemain. Il nous a expliqué jusqu'à la fin de sa campagne qu'il n'y avait pas de problème de coût du travail, qu'il n'y avait pas de problème de crise, que tout ça était dû à une mauvaise gestion de Sarkozy et du gouvernement que j'avais l'honneur de diriger. Seulement voilà, maintenant on est parti. Les pompiers sont partis. Et bien l'incendie a repris de plus belle et François Hollande et ses amis sont incapables de l'éteindre. Et ils sont d'autant plus incapables de l'éteindre qu'ils n'ont absolument pas réfléchi
à la situation de l'économie française. Ils étaient tellement occupés à taper sur la tête de Sarkozy, ils étaient tellement occupés à décrédibiliser notre bilan pour gagner les élections, qu'ils n'ont absolument pas réfléchi aux solutions qu'ils pourraient mettre en œuvre pour permettre à l'économie française de se redresser. Je vais vous dire, il y a une chose que je leur reprocherai toute ma vie, il y a une chose que l'histoire leur reprochera, c'est de ne jamais nous avoir apporté le moindre soutien pendant 5 ans, alors qu'on faisait face à la crise économique et financière la plus dure que notre pays ait jamais connue. Si ça avait été des gens bien, s'il y avait eu des hommes d'État au sein du Parti Socialiste, il y en aurait eu quelques-uns pour se lever et pour dire, bon, quand on sauve les banques, franchement, on pourrait donner un coup de main au gouvernement pour sauver les banques. Parce que c'est l'économie des Français. Quand on prend des mesures pour essayer d'assurer le sauvetage de la monnaie européenne, même si on n'est pas d'accord avec Sarkozy, on fait un petit effort et on vote avec la majorité parce qu'on a le sens de l'État. Jamais ils n'ont eu le sens de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui traîneront dans l'histoire pendant très très longtemps, parce que c'est la preuve, au fond, qu'ils manquent de cette culture de la responsabilité, et ça explique beaucoup de la situation d'aujourd'hui. Parce qu'au fond, depuis qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer d'empêcher l'économie française de plonger? Absolument rien. Depuis le mois de juillet, ils n'ont pris aucune décision qui soit de nature à aider l'économie française. Aucune. Ils sont arrivés en juillet, ils nous ont convoqués au Parlement, on pensait que c'était pour voter des réformes qui correspondaient à leur projet, on aurait pu être contre, mais au moins on aurait eu un débat sur quelque chose de positif, pas du tout. Au mois de juillet, le seul travail auquel on s'est livré a consisté à éliminer, à détruire les réformes qu'on avait faites avec Nicolas Sarkozy. On a supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires, on a supprimé la baisse des charges sociales qui devait être compensée par la hausse de la TVA. À l'époque, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas de problème de coût du travail et que la hausse de la TVA, tant que François Hollande serait président de la République, jamais on en entendrait parler. Et ensuite, ils sont partis en vacances. Et quand ils sont rentrés de vacances, ils se sont aperçus que ça allait mal, que l'économie était en train de plonger, qu'on allait tout droit vers la récession. Alors ils ont confié à M. Gallois un rapport pour lui demander ce qu'on pourrait faire pour améliorer la compétitivité de l'économie française. Le rapport de M. Gallois n'est pas très très audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire. On sent que la gomme idéologique est passée sur plusieurs paragraphes du rapport initial. Mais enfin, il a quand même proposé une baisse des charges sociales. Et il a quand même proposé de compenser la baisse des charges sociales par la baisse de la dépense publique et par la hausse de la TVA. Voilà les socialistes devant un rapport qu'ils ont commandé à un patron de gauche qui dit tout simplement « il faut faire ce que Nicolas Sarkozy avait proposé de faire et que vous avez approché ». Il le faisait, on pourrait applaudir, on pourrait dire que c'est dommage d'avoir perdu 6 mois, mais enfin quand même, ils vont le faire. Eh bien pas du tout, ils vont pas le faire. Ils vont inventer une usine à gaz pour faire en sorte qu'ils puissent dire « nous n'avons pas repris les propositions de Sarkozy ». Et au lieu de baisser les charges sociales maintenant, ce qui permettrait aux entreprises françaises immédiatement d'avoir un gain de productivité, c'est-à-dire de pouvoir vendre leurs produits un peu moins cher dans le monde, ils vont inventer un crédit d'impôt qui sera effectif en 2014 pour les entreprises qui auront été sages, c'est-à-dire celles qui auront respecté toutes les règles du socialisme, après avoir été inspectées par tout un tas d'inspecteurs qui viendront vérifier qu'elles ont bien fait tout ce qu'on leur avait demandé avant de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. D'ailleurs, on se demande ce qui va se passer pour celles qui ne paient pas d'impôt, pour celles qui sont des entreprises qui sont déjà en difficulté et qui pourraient être aidées par la baisse des charges sociales. Comme elles ne paient pas d'impôt, elles n'auront pas de crédit d'impôt. Donc c'est une usine à gaz qui ne servira à rien, sauf à retarder encore un peu plus le moment où il faudra prendre des décisions courageuses. Et pour financer cette usine à gaz, ils ont décidé non pas d'augmenter la TVA, ça c'est Sarkozy, mais de restructurer la TVA. Ça c'est beaucoup mieux, ça c'est socialiste. Alors restructurer la TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour montrer qu'on est socialiste, on baisse de 0,5% la TVA sur les produits de première nécessité, grosso modo l'alimentation. Ça va faire une économie pour coût de 300 millions d'euros, 300 millions d'euros. Mais immédiatement après, on augmente le taux de TVA de 7% à 10%. Ça va faire 6 milliards de dépenses supplémentaires pour les Français.
Donc vous voyez, on vous fait un cadeau de 300 millions qui est immédiatement compensé par une hausse de TVA de 6 milliards sur des produits qui sont des produits nécessaires à la vie quotidienne. Nous, on avait décidé d'augmenter le taux de TVA maximum, celui qui était à 19,6, on voulait l'augmenter de 2 points. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'était une bonne façon de baisser le coût du travail et de redonner de la compétitivité à l'économie française. J'ajoute que la plupart des produits importés sont taxés à 19,6, donc c'était bien plus intelligent d'augmenter ce taux-là. Alors que le taux de 7%, c'est quoi? C'est les artisans, c'est les travaux dans les maisons, c'est les titres de transport, enfin c'est toute la vie quotidienne des Français moyens qui va être lourdement affectée par une hausse de la TVA qui, par ailleurs, ne parviendra en aucun cas à redresser l'économie compte tenu du choix qui a été fait du crédit d'impôt. Donc vous le voyez, ils n'ont agi en aucune façon pour essayer d'empêcher l'économie française d'aller vers la récession. Alors vous allez dire, il est peut-être un peu sévère, il est dans l'opposition, il noircit le tableau, mais regardez la situation, on a une économie française qui est à zéro. Il n'y a pas de croissance budgétaire. En 2013, à cause du budget qui vient d'être voté, on va ajouter sur cette économie qui est déjà quasiment déjà la tête sous l'eau, on va ajouter 20 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, dont 11 milliards d'euros sur les seules entreprises. Comment voulez-vous qu'on évite la récession? Il y aura moins de consommation et il y aura moins d'investissement de la part des entreprises. Donc c'est la récession assurée. On peut raconter tout ce qu'on veut. L'année 2013 va être une année terrible pour l'économie française. Pourquoi est-ce que François Hollande agit comme ça? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, je lui avais lancé une adresse en lui disant « Devenez le chef de l'État ». Ce n'était pas pour me moquer de lui. J'avais bien compris qu'il avait été élu, hélas, président de la République. Je voulais simplement lui dire par cette formule « Élevez-vous au-dessus du Parti socialiste ». Devenez ce que le général de Gaulle aurait appelé l'homme de la nation. C'est-à-dire celui qui est capable de déplaire à ses amis pour mener une politique conforme à l'intérêt national. Et aujourd'hui, mener une politique conforme à l'intérêt national, c'est prendre des décisions qui constituent un vrai choc de compétitivité, c'est-à-dire augmenter un peu la durée du travail, baisser le coût du travail, réformer l'indemnisation du chômage et veiller à ce que les entreprises ne soient pas accablées d'impôts pour qu'elles puissent continuer à investir. Voilà ce qu'aurait été un programme de redressement de l'économie française. Et j'ai envie de vous dire, même si ça choque certains d'entre vous, s'il avait fait ça, moi j'aurais été prêt à applaudir. J'aurais été prêt à le soutenir, parce que mon pays, c'est plus important que mon parti, et c'est plus important que mon avenir et celui de mes amis. Et je dois dire que, quand je vois la gravité de la situation de l'économie française, j'hésite entre... J'ai beaucoup de colère. J'ai beaucoup de colère parce qu'on est en train de tout gâcher. On est un pays qui a énormément d'atouts, qui a énormément de chance, et qui est en train de tout gâcher par aveuglement, par manque d'ambition, par manque de courage. Parce qu'on ne veut plus faire d'efforts. Parce qu'on ne veut pas aller contre des idées reçues depuis toujours, sur le temps de travail, sur l'école, sur le fonctionnement de la société. On est prisonnier de toute une série de tabous qui font que notre société donne le sentiment de ne pas avoir le ressort nécessaire pour se relever et dire on va se battre dans cette compétition internationale qui n'est pas perdue d'avance. François Hollande ne pourra plus jamais proposer un projet de redressement national. Il a encore 4 ans et demi devant lui, mais je vous le dis, il ne pourra plus jamais le faire. Pourquoi? Parce que pour proposer un projet de redressement national, il faut rassembler les Français. Or lui, il n'a de cesse que les diviser. On ne redressera pas la France en opposant une partie de la France à une autre. On ne redressera pas, parce que l'effort qu'il va falloir demander aux Français, c'est un effort, plus on attend, plus il va être difficile. Plus ça va être un effort dur. Et on ne le réussira que si on réussit à rassembler un maximum de Français. Mais aujourd'hui, François Hollande ne peut plus rien rassembler. Il ne peut plus que gouverner avec sa majorité, c'est tout. Et encore, on a vu à quel point elle devient rétive. Pourquoi? Parce qu'il a été très sectaire. En réalité, depuis son installation à l'Élysée, il a eu un comportement très sectaire. Il y a des observateurs qui disent qu'il a agi comme ça par idéologie. Moi, je trouve que c'est lui faire beaucoup de crédit que de penser qu'il a une idéologie. Je pense qu'il n'a aucune idéologie et qu'il a simplement été sectaire. Regardez ce qui s'est passé depuis juillet. Ça commence avec l'intronisation de François Hollande à l'Élysée, vous vous souvenez, le premier jour. Quand il tourne le dos à Nicolas Sarkozy sur le perron de l'Élysée. Sur le coup, j'ai trouvé ça moche. J'ai trouvé que c'était mesquin. Mais j'ai pas vu à quel point c'était en fait révélateur d'un comportement, qui ensuite s'est manifesté au fil des semaines suivantes. Il y a eu cette volonté d'opposer les Français, les riches d'un côté, les autres de l'autre.
c'est quand même François Hollande qui est le premier président de la République française, de la Ve République, à avoir prononcé un jour cette phrase stupide « Je n'aime pas les riches ». Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus bête? On peut dire « Je suis socialiste et je veux leur faire payer beaucoup d'impôts ». Mais dire « J'aime pas une catégorie de Français, j'aime pas les Français qui réussissent, j'aime pas les Français qui créent des emplois, j'aime pas les Français qui paient beaucoup d'impôts ». Qu'est-ce qu'il y a de plus bête? Et il a poursuivi en désignant les chefs d'entreprise comme responsables du chômage. Quand les chiffres du chômage sont parus en juillet, il y a eu toute une volée de bois vert des socialistes contre les chefs d'entreprise. Parce que c'est bien connu, c'est les chefs d'entreprise qui sont responsables du chômage. Ce n'est pas les hommes politiques qui ne sont jamais responsables de rien d'ailleurs. C'est les chefs d'entreprise puisqu'ils licencient. C'est donc eux qui créent le chômage. D'ailleurs, dans le projet socialiste, il y avait un texte qui nous était proposé, pour l'instant on n'en entend plus parler, mais ça va peut-être revenir, qui était un projet de loi pour interdire les licenciements. Ben, franchement, on aurait dû y penser plus tôt. Comme ça, on n'aurait pas de chômage dans notre pays. Ça serait formidable. On pourrait même imaginer une loi pour obliger les chefs d'entreprise à embaucher. Comme ça, tout irait bien. J'ai l'air de plaisanter, mais au fond, c'est la conception socialiste de l'économie. Puis ça s'est poursuivi avec ce discours sur la direction de PSA. Vous vous souvenez, quand PSA a proposé son plan social, le président de la République soi-même, avec son acolyte Montebourg, est monté au créneau pour dire tout le mal qu'il pensait de la direction de Peugeot en disant que c'était des nuls et que l'entreprise était mal gérée. Mais à qui est-ce qu'il parlait? Il parlait aux clients de PSA. Il parlait aux banquiers de PSA. Il parlait aux fournisseurs de PSA. Il parlait aux concurrents de PSA, à ceux qui peut-être, grâce à la chute de l'action de PSA, à la suite de ses propos, vont peut-être essayer de s'emparer de cette belle entreprise française. Vous voyez, je veux dire par là qu'il n'a pas pris la mesure de la fonction qui est la sienne. Il n'est toujours pas le président de la République, il n'est toujours pas le chef de l'État. Il est resté le chef d'un parti qui fait des petits coups, des compromis, qui essaye de trouver des solutions, qui oppose les uns aux autres pour essayer de mieux gouverner. Alors est-ce que ça va changer? Ben, quand on voit le programme de travail du Parlement pour les prochains mois, on en doute, puisque l'urgence absolue, c'est le mariage homosexuel. Le texte a été voté par le Conseil des ministres mercredi dernier. Vous voyez, il y a le feu à l'économie. L'économie française fonce tout droit dans la récession. La monnaie européenne est menacée, mais pour le gouvernement socialiste, il y a une urgence absolue, le mariage homosexuel. Moi, je vous le dis, je suis totalement opposé à ce texte. Totalement opposé. Pas totalement opposé parce que je suis dans l'opposition, j'y suis totalement opposé parce qu'il heurte toutes mes valeurs, toute ma philosophie, tout ce à quoi je crois. Parce que c'est un texte qui va bouleverser profondément le principe de la filiation. Parce que c'est un texte qui ne prend en aucun compte l'intérêt des enfants, qui ne se préoccupe que de l'intérêt des adultes, et jamais de l'intérêt des enfants. Personne ne se pose la question de ça. Sont pris en compte dans la réflexion qui est celle du gouvernement. Donc on va s'opposer de toutes nos forces à ce texte. Mais il y en a d'autres. On nous annonce pour plus tard une réforme du mode de scrutin pour les élections locales pour que les étrangers non communautaires puissent voter à ces élections locales, ou encore on nous annonce un texte pour légaliser l'euthanasie. Ce sont des textes sur lesquels je suis totalement opposé. Je sais bien que sur l'euthanasie, il y a parmi vous sûrement des hommes et des femmes qui vont me dire « Oui, mais c'est très dur de vivre la fin d'une vie, c'est dur pour ceux qui la vivent, c'est dur pour l'entourage. » Je le sais parfaitement. Je le sais parfaitement et vous savez, on a tous nos expériences personnelles dans ce domaine. Mais ce n'est pas une raison pour que j'accepte que le législateur écrive sur un texte de loi que quelqu'un a le permis de tuer. Parce que le permis de tuer, le législateur n'a pas le droit de le donner. Voilà, donc vous le voyez, c'est pas du côté de François Hollande qu'il faut attendre l'espoir. C'est pas du côté du Parti Socialiste qu'on peut attendre un rebond pour notre pays. Donc c'est à nous de porter cette responsabilité. Et c'est pour ça que je veux que dès le 18 novembre, l'UMP incarne un espoir. Pas un espoir au sens politicien du terme, c'est-à-dire l'espoir de gagner. J'entends toujours certains de mes amis politiques qui parlent de bataille électorale, de gagner, de guerre, de chef de guerre. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est notre pays qui est en train de s'effondrer, qu'il faut essayer de relever, et pour lequel il faut donner tout ce qu'on est capable de donner. Et quand je parle d'espoir, c'est pas un espoir pour l'UMP, c'est un espoir pour les Français.
Il faut que les Français se disent, oui, il y a des hommes et des femmes qui disent la vérité. Oui, il y a des hommes et des femmes qui ont un projet qui est capable de rassembler largement et d'entraîner vers un effort de redressement national. Alors ce projet, moi je voudrais l'articuler autour de 3 idées simples. La première, il faut produire. C'est sans doute la plus importante. La deuxième, il faut réorienter le projet européen pour que l'Europe nous protège, plutôt qu'elle nous affaiblisse. Et le troisième, il faut retrouver la fierté d'être français. Je commence par la production. Pour moi, c'est le plus important parce que si on ne recommence pas à produire, c'est-à-dire si on ne récupère pas toutes les parts de marché qu'on a perdues, on n'a aucune chance de redresser notre économie. On n'a aucune chance de retrouver la richesse nécessaire pour faire financer un modèle de vie qui est un modèle très coûteux. Alors, je vois bien qu'il y a des tas d'autres débats qui sont ouverts. On dit il y a des problèmes de racisme, il y a de la violence dans certains quartiers de nos villes, il y a des jeunes qui sont laissés à l'abandon, il faut mettre des policiers, il faut une justice plus sévère. Bien sûr, il faut des policiers, il faut une justice plus sévère. Mais vous croyez vraiment qu'on va régler ces problèmes-là uniquement avec des policiers? Vous pensez que si on n'est pas capable de redonner de l'espoir à la jeunesse française, si on n'est pas capable de créer des emplois, si on n'est pas capable de redonner de l'activité, de recréer un projet national, vous croyez vraiment qu'on va y arriver? Alors oui, il va falloir beaucoup de policiers, de plus en plus de policiers dans les banlieues. Et comme on n'aura pas assez d'argent parce qu'on ne produira pas assez, on ne pourra même pas les payer. Donc la question, c'est bien la question de la production. Alors il se trouve que, contrairement à Hervé Mariton, moi je n'ai pas fait des études très sophistiquées, donc je ne connais pas beaucoup d'autres solutions pour produire que de travailler. La seule solution que je vous propose, c'est de travailler. Que je m'exprime. C'est qu'entre tous ces économistes qu'on voit à la télévision toute la journée, dont on ne comprend rien à ce qu'ils nous disent, et qui, de toute façon, il suffit qu'il y en ait un qui vous explique que pour relancer l'économie, il faut relancer la consommation, et donc il faut accroître l'endettement. Aussitôt, il y en a un autre qui arrive et qui ne disent pas du tout. Pour relancer l'économie, il faut relancer la production. Et à la fin, le gouvernement ne prend aucune décision parce que c'est la meilleure façon de ne pas se tromper entre des économistes qui disent tous le contraire les uns des autres. Donc moi je vous dis qu'il faut travailler. Donc la première chose que je veux qui ressorte de cette élection à la présidence de l'UMP, c'est que tous les Français aient bien compris que si l'UMP retrouve le pouvoir demain, la première chose qu'on fera, c'est d'abroger immédiatement toutes les lois sur les 35 heures. La question, je réponds tout de suite, pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus tôt? En 2006, j'ai écrit un livre auquel il a été fait allusion tout à l'heure, et dans ce livre, j'avais proposé qu'on aille plus loin que l'abrogation des 35 heures, parce que l'abrogation des 35 heures, c'est le retour à 30 heures. J'avais proposé qu'on supprime la durée légale du travail, qu'on s'inscrive dans la durée légale européenne, qui, je le reconnais, est assez élevée, mais qu'on renvoie obligatoirement à des accords entreprise par entreprise pour fixer le temps de travail dans cette limite de la durée légale européenne. Et c'est d'ailleurs possible parce qu'il y a un ministre du Travail qui s'appelait François Fillon qui a fait voter en 2003 une loi qui permet désormais d'avoir des accords majoritaires dans les entreprises, y compris de passer par le référendum auprès des salariés si c'est nécessaire. Donc ce qui n'était pas possible autrefois est possible juridiquement aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je veux des accords d'entreprise? Et surtout pas des accords de branche. Sauf peut-être pour certaines catégories de tout petites entreprises où il est très difficile d'organiser une négociation. Pourquoi je ne veux pas d'accords de branche? Parce que les accords de branche, je sais trop comment ça marche. Les accords de branche, ça se négocie entre des professionnels de la négociation. D'un côté, il y a les professionnels des syndicats, de l'autre côté, il y a les professionnels du patronat, et ça aboutit toujours au même résultat, c'est-à-dire à pas grand-chose. Donc moi, je veux des négociations dans l'entreprise, parce que dans l'entreprise, il y a des hommes et des femmes qui savent de quoi ils parlent. Ils savent exactement de quoi ils parlent. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que le temps de travail soit le même partout? Pourquoi est-ce que tout le monde devrait travailler de la même façon? Vous savez bien, vous, qu'il y a des travaux qui sont bien plus pénibles que d'autres. Alors je prends toujours le même exemple, pardon, parce que parfois il me vaut quelques difficultés à la sortie de la réunion. Donc je vais essayer de le faire sans prendre trop de risques. Mais je dis que travailler, notamment quand on est une femme, sur une chaîne d'abattage de volailles à Sablé-sur-Sarthe, la ville dont j'ai été maire pendant très longtemps, c'est plus dur que de travailler dans un bureau. En général, je dis dans une mairie, mais là, je vais dire dans un bureau. Je ne veux pas dire par là que les gens qui travaillent dans des bureaux ne travaillent pas, c'est pas ce que je veux dire, mais chacun voit bien que c'est plus pénible de faire ce travail-là. Il suffit d'aller essayer si on n'est pas convaincu.
Et donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un temps de travail qui serait variable en fonction d'accords signés dans les entreprises, d'un métier à l'autre, d'une entreprise à l'autre? J'ai proposé cette solution à Nicolas Sarkozy en 2007, puisque c'est moi à l'époque qui avais écrit le programme présidentiel de Nicolas. Il était complètement convaincu sur la nécessité d'abroger les 35 heures. Simplement, il pensait à l'époque, c'était avant que la crise ne devienne aussi grave, qu'on avait un peu de temps et qu'on pouvait le faire avec la méthode douce. Et la méthode douce qu'on a utilisée, ça a été la défiscalisation des heures supplémentaires. L'idée, c'était, on va convaincre un maximum de Français de faire beaucoup d'heures supplémentaires, puis quand il y en aura beaucoup qui seront à 37, 38, 39, 40 ou plus, ça sera plus facile de faire sauter le tabou des 35 heures. C'était pas un mauvais pari. Simplement, on a été rattrapé par la crise. On a été rattrapé par les efforts de l'Allemagne, par les efforts des pays d'Europe du Nord, qui ont creusé l'écart en matière de compétitivité avec nous. Donc on n'a plus la possibilité d'utiliser la médecine douce. Maintenant, il faut y aller direct à la chirurgie. Il faut supprimer les 35 heures. Et il faut le faire pour tout le monde, pas seulement pour les salariés du privé, mais naturellement aussi pour les salariés du public. La demande n'est pas impossible. Il s'agit simplement de demander, s'agissant des fonctionnaires, de travailler 1 heure, 2 heures ou 3 heures de plus par semaine pour permettre le fonctionnement des services dans un contexte où on va devoir diminuer les emplois. Puisqu'il n'y a pas d'autre solution pour réduire la dépense publique, donc pour mettre fin à notre déficit abyssal, il n'y a pas d'autre solution que de diminuer le nombre d'emplois publics. Dans les fonctions publiques de l'État, bien sûr, mais aussi dans les collectivités locales et dans les autres fonctions publiques. Parce que s'il y a une fonction publique qui diminue ses effectifs pour que l'autre les augmente, ça ne change rien du tout, parce que c'est toujours les mêmes contribuables qui payent les impôts et c'est toujours les mêmes banquiers qui nous prêtent de l'argent pour payer les salaires. Donc ça ne fonctionne pas. Donc il faudra diminuer les emplois publics partout. Et si on diminue les emplois publics et qu'on veut quand même que le service soit rendu, c'est pas anormal de demander 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus à chacun. C'est d'ailleurs ce que les Allemands avaient fait. Il y a 10 ans, quand M. Schröder, socialiste, avait décidé de redresser la situation en Allemagne, il avait demandé 2 heures de travail de plus aux fonctionnaires allemands, qui eux-mêmes n'étaient pas à 35 heures, et qui l'ont accepté. Et vous voyez le résultat, l'Allemagne est aujourd'hui, en Europe, le pays qui se porte le mieux. La deuxième chose qui est nécessaire pour permettre à notre pays de recommencer à produire, c'est d'abaisser le coût du travail. J'en ai dit un mot tout à l'heure. On avait décidé avec Nicolas Sarkozy de baisser les charges sociales de 6% et de compenser par une augmentation de la TVA. Les socialistes n'en veulent pas, ils ont tort. Parce que l'impératif pour nous, c'est d'avoir un coût du travail qui soit au moins équivalent à l'Allemagne. Vous voyez bien que quand un constructeur automobile français vend une voiture avec un prix horaire, un coût horaire français qui est plus élevé qu'un coût horaire allemand, il a déjà un handicap de départ terrible. Et c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour les agriculteurs, c'est vrai pour tous les producteurs. La troisième chose qui est nécessaire pour produire, c'est de mieux former les salariés français. Nicolas Sarkozy avait fait une proposition révolutionnaire pendant la campagne. Il avait dit qu'il faut que tous les demandeurs d'emploi se voient obligatoirement proposer une formation professionnelle. Eh bien moi, je voudrais qu'on essaye ensemble d'inventer un système dans lequel demain, on ne serait plus indemnisé parce qu'on est au chômage, c'est-à-dire parce qu'on est chez soi et qu'on va pointer à Pôle emploi 1 fois par mois, on serait indemnisé parce qu'on est en formation professionnelle. Enfin, la dernière chose qui est nécessaire pour produire, c'est de laisser un peu de liberté aux producteurs. Je veux dire un peu moins de normes, un peu moins de réglementation, un peu moins d'impôts. Et je reconnais sur ce sujet que mon gouvernement a péché. Il a péché comme tous les autres. On a laissé s'accumuler des normes à des niveaux qui sont insupportables par rapport aux autres pays européens. C'est pour ça que moi je veux une règle très simple maintenant, aucune norme qui soit supérieure à la moyenne des autres pays européens. Parce qu'on est dans un marché qui est un marché unique, il n'y a aucune raison que nos producteurs français soient handicapés par rapport aux autres producteurs européens. Je ne parle pas de la Chine, je ne parle pas de l'Inde, je parle des autres producteurs européens. Quant aux impôts, il faut arriver à faire comprendre à nos concitoyens qu'une entreprise, c'est fait pour faire des bénéfices. Et que c'est avec les bénéfices qu'une entreprise investit. Les socialistes n'ont jamais compris ça. Quand ils entendent le mot bénéfice, ils ont les yeux qui se mettent à clignoter. Et ils se disent, il y a des impôts à prendre. Mais en réalité, ils vont en prendre tellement que vous verrez qu'en 2013, le niveau d'investissement des entreprises françaises sera historiquement bas. Et une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui n'achète pas de nouvelles machines,
c'est une entreprise qui perd de la compétitivité, c'est une entreprise qui n'investit pas dans des nouveaux produits, c'est une entreprise qui à terme est condamnée. Voilà pour la production. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut réorienter l'Europe pour qu'elle nous protège. On a tous des histoires différentes par rapport à l'Europe. Il y en a qui ont voté pour Maastricht, d'autres qui ont voté contre. Vous savez que moi j'avais voté contre. C'est plus le sujet aujourd'hui. Pourquoi c'est plus le sujet? Parce qu'entre-temps, il y a eu ce basculement du monde que j'évoquais. Parce qu'entre-temps, il y a eu cette montée incroyable de l'économie asiatique qui nous menace et qui est en train de nous bousculer. Et dans cette compétition qui n'est pas loyale, on a besoin de se défendre. Et la monnaie européenne, c'est une façon de se défendre. Parce que si vous pensez qu'on serait plus heureux avec des taux de change qui seraient en train de varier sans arrêt entre les différents pays européens, si vous pensez que les producteurs seraient plus heureux avec ça, vous vous trompez complètement. On a besoin de la monnaie européenne pour se défendre. Mais on a besoin de plus que ça. On a besoin d'une place forte européenne. On a besoin d'une place forte européenne qui nous protège dans une compétition qui n'est pas une compétition loyale. Alors pas une place forte avec des murs pour empêcher les produits étrangers de rentrer chez nous, mais une place forte qui nous permette de dire à nos concurrents, si vous voulez vendre des produits chez nous, il faut accepter les nôtres chez vous. Si vous voulez vendre chez nous, il faut accepter les règles en matière d'environnement que nous avons décidées pour notre propre industrie. Ça s'appelle la réciprocité. Et c'est fondamental, parce que si on ne le fait pas, il n'y a plus d'avenir pour l'industrie européenne. Alors cette place forte, comment la constituer? Parce qu'on voit bien que depuis des années, on en parle et on n'y arrive pas. Et moi, ma conviction, c'est qu'il faut saisir la crise de l'euro pour construire une place forte européenne uniquement avec les pays de la zone euro. Uniquement autour d'une alliance franco-allemande très forte. Autour de cette alliance franco-allemande, et grosso modo des pays fondateurs de l'Europe, il faut créer une place forte européenne. Avec un gouvernement économique. Et avec un gouvernement économique qui soit suffisamment fort pour imposer une harmonisation de la fiscalité des entreprises à l'intérieur de la zone. Si demain vous n'avez pas la même fiscalité pour les entreprises entre les pays de la zone euro, la crise de l'euro continuera de perdurer. Alors, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça tout seul? Et il y a des partis politiques qui vous proposent de sortir de l'Europe, de sortir de l'euro, et qui vous expliquent qu'on sera beaucoup plus heureux. Réfléchissez juste une seconde. On est 65 millions de Français. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Il y en aura bientôt 9. Si demain, les Français tout seuls disent aux Chinois, on ne veut plus de produits chinois sur notre territoire. Bon, ça va leur faire de la peine, mais ça ne va pas les faire pleurer. Une seule ville, il y a une ville chinoise qui fait 37 millions d'habitants. C'est-à-dire que la France, c'est 3 ou 4 grandes villes chinoises. Vous croyez vraiment qu'à nous tout seuls, on va imposer aux Chinois de changer leur mode de production, de changer les règles du commerce international? On n'a absolument aucune chance de le faire. On n'a de chance de le faire que si on est fort, si on est, entre nous, Européens, soudés pour le faire. Pourquoi je vous propose de le faire avec la zone euro simplement? Il se trouve que j'ai passé 5 ans à diriger le gouvernement de la France, et pendant 5 ans, j'ai beaucoup fréquenté les autres chefs de gouvernement européens. Donc je sais que ce n'est pas possible de le faire à 27. Je le sais très bien. Je sais qu'à 27, on va mettre des années à y arriver. Si un jour on y arrive. Et quand on y arrivera, ce sera trop tard. Parce que, entre-temps, l'économie européenne aura perdu sa place dans le monde. Et puis j'ai envie de vous dire, même si on y arrivait à 26, il y a toujours un pays qui nous empêchera de le faire. Toujours. C'est un pays pour lequel j'ai le plus grand respect. Mais c'est un pays qui n'acceptera jamais l'Europe qui protège. Parce que c'est un pays qui a dans sa culture l'ouverture totale des frontières, qui a dans son code génétique le libre commerce. Ce pays, vous l'aurez reconnu, c'est la Grande-Bretagne. Donc c'est pas la peine de se fatiguer. C'est pas la peine d'essayer de convaincre les Anglais de rentrer dans une Europe qui protège. Il faut mieux leur dire, écoutez, on vous aime beaucoup, vous continuez à faire partie de l'Europe, mais à côté de vous, nous, on construit cette Europe qui protège, qui permettra de défendre l'industrie européenne. Alors je sais, certains soirs, il y a des militants qui disent, quand même, vous êtes un peu sévère avec les Anglais. On ne sait pas qu'on peut les convaincre. Il se trouve que j'ai une petite expérience personnelle, je suis marié avec une Anglaise. La dernière chose qui est nécessaire pour redresser la France, c'est de retrouver la fierté d'être français. Et je veux vous dire que c'est évidemment très important parce qu'on peut convaincre les Français de travailler plus. On peut les convaincre de faire des sacrifices, notamment en acceptant des baisses de dépenses publiques. Mais à condition qu'il y ait un objectif, à condition qu'il y ait plus de justice sociale,
à condition que les Français aient le sentiment que c'est pour leur pays, c'est pour leur avenir, c'est pour leurs enfants, que ce n'est pas toujours pour les mêmes qu'ils vont être obligés de faire des sacrifices et des efforts. Donc ça demande un véritable effort pour redonner de la fierté nationale. Alors la fierté nationale, ça commence au plus haut niveau. Ça commence avec le président de la République. Il faut que le président de la République arrête tous les matins d'inventer un nouveau sujet de repentance pour notre pays, parce que nous on a une histoire magnifique, on a une histoire qui est une histoire qui a influencé des centaines de millions d'hommes à travers la Terre, et pas seulement depuis la Révolution française. Dès le siècle des Lumières, les idées de liberté, les idées de démocratie française sont des idées qui sont répandues dans le monde entier. On a une magnifique histoire. Alors bien sûr, dans cette histoire, il y a des pages sombres, et puis il y a des pages qui sont des pages glorieuses, mais c'est le tout qui forme notre histoire. S'il n'y avait pas eu les pages sombres, il n'y aurait pas eu les pages glorieuses. Et puis, de quel droit est-ce qu'un homme du XXIe siècle peut se mettre dans la tête d'un homme du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle et porter un jugement sur les actes qu'il a commis à l'époque? Ça n'a aucun sens. Donc moi, je demande qu'on arrête avec ça. Et je le dis avec force. C'est d'autant plus idiot que cela ne peut nous pousser qu'à creuser de nouvelles divisions avec les pays voisins. Parce que quand on commence à dénoncer des crimes qu'aurait commis la France en Algérie, eh bien naturellement, il y a des Français à juste titre qui demandent qu'on dénonce les crimes que les Algériens ont commis à l'égard des Français. C'est une démarche de division qui ne conduit à rien du tout. La deuxième chose qui est fondamentale pour retrouver la fierté nationale, c'est que cette fierté nationale s'enseigne à l'école. Je veux dire par là qu'on réforme l'école. C'est sans doute le projet le plus difficile, mais en même temps c'est le plus important de notre projet de redressement national. Il y a une réforme de l'école qui va venir bientôt, elle a été annoncée par François Hollande et par M. Péillon. Comme il ne manque pas de suffisance, ils ont annoncé ça, une refondation de l'école. Et ils ont confié à des personnes très estimables, que je connais très très bien, parce que tous les ministres de l'Éducation nationale depuis 30 ans les ont consultés, ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'école, et ces braves experts ont dit ce qu'ils ont toujours dit depuis 1968, parce qu'ils sont tous issus de cette génération: il faut supprimer les notes, il faut supprimer les cours magistraux, il faut supprimer le redoublement, il faut permettre à l'élève de s'épanouir. Eh bien non, c'est pas l'école qu'on veut construire. Nous, on veut une école qui soit une école de l'autorité. On veut une école... du respect. Le respect, c'est peut-être le mot le plus important dans un projet de... Comment est-ce qu'on peut y arriver? D'abord, en mettant en place des établissements autonomes. Il faut que chaque établissement ait une vraie autonomie. Et il faut qu'à la tête de chaque établissement, il y ait un vrai patron. Je veux dire par là quelqu'un qui a un pouvoir hiérarchique sur les enseignants, qui a un pouvoir disciplinaire sur les élèves, qui a le droit de demander à la police ou à la gendarmerie de venir dans son établissement assurer la sécurité sans avoir besoin de demander à 3 inspecteurs d'académie ou à 4 syndicalistes. Enfin, un vrai patron qui dirige son établissement. Ensuite, il y a des symboles qui sont nécessaires. Parce que quand on est un enfant et qu'on arrive pour la première fois à l'école, ce qui va se passer dans l'école va vous marquer pour toujours. Si vous n'y voyez pas tout de suite les signes, les symboles de l'autorité, du respect, de l'égalité, de la fraternité, des principes de la République, ben vous n'avez aucune chance par la suite de les acquérir. Alors oui, je suis pour des symboles. Et je sais que les symboles que je vais vous proposer, vous allez peut-être les trouver ringards. Vous allez peut-être les trouver dérisoires. Mais c'est l'addition de ces symboles qui crée un climat à l'intérieur de l'établissement. Oui, je suis pour que les élèves se lèvent quand le professeur rentre. Les élèves dans l'école de la République soient habillés à peu près tous pareils. Je n'ai pas dit avec une veste et une cravate, hein, je vous rassure, mais qu'ils aient un pantalon et une chemise de la même couleur avec le nom de l'école marqué dessus, par exemple. Ce qui aurait un gros avantage, c'est de symboliser cette communauté dans laquelle rentre le jeune dès l'école primaire. Et par ailleurs, ça simplifierait beaucoup la tâche des parents.
Je veux une école dans laquelle il n'y ait jamais de téléphone portable, parce qu'il y a aucun... Et enfin, et c'est le plus important, je veux une école sans drogue, même si on doit faire des contrôles réguliers. Et enfin, je veux une école qui soit concentrée sur la transmission des savoirs essentiels. Parce que notre école s'est totalement dispersée. Elle veut tout enseigner. On a l'impression que l'école française veut faire de chaque élève un aspirant à entrer à normale supérieure. Mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Parce qu'on a tellement d'options partout sur le territoire que quand un professeur, dans une option rare, a 3 élèves devant lui, eh bien, il y a plein d'élèves qui n'ont pas assez de professeurs et qui, eux, décrochent parce qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus pour acquérir le minimum de connaissances dont ils ont besoin. Donc il faut reconcentrer l'école sur l'essentiel. Et la conséquence de ce choix, c'est que l'État s'engage à ne laisser sortir aucun élève du système scolaire tant qu'il n'a pas acquis un minimum de base, un minimum de connaissances. Parce que laisser ce qu'on fait aujourd'hui, des enfants sortir du système scolaire alors qu'ils ne savent quasiment pas lire, quasiment pas écrire, c'est les condamner à être des marginaux dans la société moderne et complexe qui est la nôtre. Alors comment est-ce qu'on peut faire? En utilisant tous les moyens. D'abord, s'il y en a qui doivent rester 1 an de plus, il reste 1 an de plus. S'il y en a qui doivent rester 2 ans de plus, il reste 2 ans de plus. S'il y en a qui doivent passer par la filière de l'apprentissage, du moment que l'objectif c'est d'acquérir un socle de compétences et de connaissances fondamentales, ben, ils passent par l'apprentissage. S'il y en a qui doivent passer par l'enseignement technique, ben, ils passent par l'enseignement technique. De la même façon, si un élève n'est pas en mesure de rentrer en 6e parce qu'il n'a pas le niveau pour rentrer en 6e, pourquoi le laisser entrer comme on le fait aujourd'hui en sachant pertinemment qu'il va se noyer et qu'il va conduire, qu'il va aller directement à l'échec? Qu'est-ce qu'on fait? On crée une classe de soutien dans laquelle on met un seul professeur plutôt que le nombre de professeurs qu'il y a au collège, de façon à assurer la transition entre l'école et le collège, et puis on fait en sorte que cet élève puisse bénéficier du soutien nécessaire pour progressivement rattraper son retard. Alors on me dit, oh là là, c'est contre le collège unique, mais on s'en fout. Je veux dire, tout ça, c'est des symboles, c'est des mots, c'est des dogmes. La seule chose qui compte, c'est les résultats. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 20% des élèves qui sortent du système scolaire sans maîtriser un minimum de connaissances et de compétences fondamentales. Et ça, c'est un crime qu'on commet contre la jeunesse française. Retrouver cette fierté nationale, il faut lutter contre les injustices sociales. Parce que c'est comme ça, on est dans un pays épris d'égalité. Alors bien sûr, il y a les questions d'écart de salaire, bon, il y a les impôts qui sont là pour réguler tout ça, on n'est pas obligé simplement d'inventer des impôts ridicules, comme la taxe de M. Hollande à 75%, qui va rapporter moins que les impôts d'avant, parce qu'entre-temps, une partie des personnes taxables des entreprises auront disparu. Mais il n'y a pas que cette question-là, parmi les injustices sociales. Il y en a d'autres. Il y a par exemple le fait que beaucoup de Français ont le sentiment de travailler très dur, de financer par leur travail la solidarité nationale, et ils aimeraient bien que les gens qui bénéficient de la solidarité nationale les respectent et participent un peu au redressement du pays, en travaillant pour mettre les choses. C'est pourquoi nous proposons à l'UMP que toutes les personnes qui veulent toucher le revenu de solidarité active acceptent de travailler au moins 7 heures par semaine dans les collectivités locales. De la même façon, il faut sauver notre système de santé, parce que j'ai dit que c'était le meilleur du monde, mais en même temps, il est menacé, et il est essentiellement menacé par les gaspillages. Il est essentiellement menacé par la surconsommation. Vous savez, il y a des gens qui vous disent on n'y arrivera jamais à réguler les dépenses de santé, je ne le crois pas du tout. Avec Nicolas Sarkozy, on a fait baisser l'augmentation, on a juste fait baisser l'augmentation des dépenses de santé de 7% par an à 2,4% par an. Peut-être qu'il y a des décisions qu'on a prises qui vous ont heurté, mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il fallait essayer de faire en sorte que les dépenses de santé n'augmentent pas plus vite que la croissance, c'est-à-dire que la richesse nationale. Il faut encore faire un petit effort. Et ce petit effort suppose qu'il n'y ait plus, comment dirais-je, cette irresponsabilité qui fait que pour certains Français, la santé n'a aucun prix. Parce que vous appuyez sur le bouton et vous avez les soins. Vous allez aux urgences pour n'importe quoi, personne ne vous dit rien. Vous voyez 4 fois un médecin pour lui demander 4 fois la même chose et personne ne vous dit rien. Vous demandez des médicaments qui ne sont absolument pas nécessaires et on vous les donne pour avoir la paix.
vous demandez un arrêt de travail qui n'est absolument pas utile et on vous le donne pour avoir la paix. Donc il faut changer ça, et pour ça on veut réformer la CMU, pas du tout pour faire payer évidemment le coût des soins aux personnes, il n'en est pas question, mais simplement pour introduire un petit ticket modérateur, un tout petit quelque chose qui fasse que quand vous exagérez, bah, vous en payez un peu les conséquences. Je parlais tout à l'heure de mon épouse britannique. La première fois qu'elle est venue chez moi dans la Sarthe, il y a 30 ans, quand elle a vu l'armoire à pharmacie, elle a cru qu'elle était tombée dans un hôpital. Parce qu'il n'y a qu'en France qu'on consomme autant de médicaments. Et donc, vous voyez, c'est juste un petit effort à faire. Et puis enfin, il faut évidemment abroger la loi que les socialistes ont votée, qui accorde la gratuité totale des soins aux étrangers en situation irrégulière. Nécessaire si on veut que nos concitoyens retrouvent confiance dans leur pays, c'est qu'on réussisse tous ensemble à poser la question de l'immigration calmement. Ce que j'appelle calmement, c'est loin des cris de haine de l'extrême droite et loin de la fausse générosité de la gauche. Parce que c'est ce climat passionnel qui fait que la question de l'immigration est maltraitée depuis si longtemps. Au milieu de cette espèce de climat de folie, on a un mal fou à voir clair et à prendre des décisions sérieuses. Or, la question de l'immigration, c'est une question technique, c'est une question de proportion, c'est une question de nombre, c'est une question de régulation, c'est une question qui appelle des décisions politiques. Si vous regardez ce qui s'est passé depuis l'origine de notre histoire, depuis la Gaule, on a toujours accueilli des étrangers sur notre territoire, toujours. Simplement, jusqu'à une date récente, ces étrangers se sont intégrés. J'utilise un mot qui choque, paraît-il, je dis ils se sont assimilés. On me l'a reproché l'autre jour lors du débat à France 2 avec Jean-François Copé. Il y a des journalistes qui m'ont dit mais assimilation c'est un mot d'un autre âge. C'est un mot qui pour moi veut dire quelque chose de très précis. Je pense qu'il y en a dans la salle qui vont se reconnaître. Il y a des personnes d'origine étrangère qui sont venues s'installer dans le passé dans notre pays et qui sont devenus plus français que les Français qui les avaient accueillis. Comme on n'est jamais à l'abri de la bêtise qui circule notamment sur Internet, quand je dis ça, il y a immédiatement des gens, parfois même des amis, qui disent quand même quel culot. Il ose dire qu'il y a des étrangers qui seraient plus français que des Français. Mais c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a des personnes qui sont venues du Portugal, de l'Espagne, de la Pologne, de je ne sais où, qui étaient des pays privés de tout, et qui sont arrivés en France et qui ont mesuré tout d'un coup la force de notre système, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui étaient des valeurs que nous-mêmes, Français qui vivons depuis toujours sur notre territoire, nous considérions comme juste normales, alors qu'eux savaient le prix de ces valeurs. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Quand vous regardez les choses très sérieusement, vous vous apercevez que c'est juste pour une question de nombre. Parce que dans le passé, on accueillait des quantités d'étrangers qui étaient compatibles avec la démographie française et qui étaient compatibles avec l'économie française, c'est-à-dire avec nos capacités d'intégration. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que la population française vieillit, parce que la population active diminue, parce que la mondialisation a jeté sur les routes de l'exil des centaines de millions de personnes, parce que les frontières de l'Union européenne ne sont pas correctement protégées. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, oui, notre système est en train d'exploser, il est en train de se saturer. Donc il faut réguler les choses. Et il n'y a aucun égoïsme dans mes propos, et surtout pas de xénophobie. Et je dis à la gauche qui nous donne des leçons de morale en permanence, que c'est eux qui sont en train de commettre un crime contre ces personnes-là. Parce qu'ils sont en train de fabriquer, nous sommes en train de fabriquer des déracinés. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont être malheureux sur notre territoire parce qu'ils ne vont pas s'intégrer, et qui sont malheureux chez eux puisqu'ils en sont partis. Donc des hommes et des femmes qui seront malheureux partout, qui ne seront heureux nulle part. On est en train de se créer un énorme problème. Et ce problème, il n'est pas seulement français, il est valable aujourd'hui pour toute l'Europe. Donc il faut prendre des décisions. Et pour moi, la meilleure des décisions, c'est une décision pragmatique qui consiste à faire voter chaque année le Parlement en toute transparence sur le nombre d'étrangers que nous sommes capables d'accueillir l'année suivante en fonction de notre économie, en fonction de notre... C'est ce que fait le Canada. Le Canada le fait pour le nombre d'étrangers, il le fait pour définir les métiers qu'il veut accueillir, et il le fait
pour définir les régions du monde vers lesquelles il veut se tourner pour assurer un certain équilibre de cette immigration. Voilà ce qu'il faut faire. Et enfin, je termine en vous disant qu'il y a une dernière chose qui est nécessaire pour notre unité nationale, c'est de s'assurer que notre pays ne se défait pas. Je veux dire par là que notre unité est protégée. La France est un pays qui s'est constitué autour d'un gouvernement central fort. Ça a commencé sous l'Ancien Régime, ça s'est poursuivi avec la République. On a eu de cesse que d'imposer une langue, d'imposer une culture française. On a eu de cesse, le gouvernement central, que d'obliger l'Église catholique à accepter les règles de la laïcité. Ça n'a pas été facile. Il y a eu 200 ans de combat entre l'Église catholique et la République pour faire en sorte que tout le monde trouve à peu près sa place dans notre société. Eh bien, il ne faut pas laisser ça se défaire. Et pour ne pas laisser ça se défaire, il faut être absolument intransigeant contre tous les comportements communautaires. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement communautaire? C'est quand un groupe ethnique ou un groupe religieux estime que ses croyances, ses traditions ou ses coutumes sont au-dessus des lois de la République française. Nous disons haut et fort que pour nous, à l'UMP, aucune croyance, quelle qu'elle soit, aucune coutume, aucune tradition n'est au-dessus des lois de la République française. On n'est pas obligé de stigmatiser les uns ou les autres. On sait bien qu'aujourd'hui, on a un problème d'intégration avec des personnes de religion musulmane qui essayent de pratiquer une religion intégriste. Il suffit simplement de leur expliquer qu'on s'est battu pendant 200 ans contre l'Église catholique pour qu'elle accepte les règles de la République française. Pourquoi est-ce qu'on ne se battrait pas aujourd'hui avec les autres religions pour qu'elles acceptent ce que la religion majoritaire a accepté dans notre pays? Construisent ensemble. Vous voyez que ce n'est pas un projet de gouvernement. J'entends certains de mes amis qui me disent tu te trompes de campagne, ce n'est pas l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas un projet de gouvernement que je vous propose. C'est un projet de redressement national qui demande maintenant à être débattu ensemble pour en faire un projet de gouvernement. Parce qu'il y a plein de sujets que je n'ai pas évoqués. Ce n'est pas un projet qui est applicable comme ça à la minute. Et moi, je voudrais qu'on le bâtisse ensemble, ce projet de gouvernement. Autrement dit, moi, je voudrais m'adresser à votre intelligence. Je voudrais m'adresser à vos individualités. Je voudrais m'adresser à vos histoires personnelles. Je voudrais que les militants de l'UMP, les adhérents de l'UMP, vous ne soyez plus seulement considérés comme une masse de manœuvres qu'on met dans les autocars pour aller dans les manifestations applaudir les candidats. C'est très important d'aller applaudir les candidats. Je vous demande surtout de continuer à le faire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on a besoin que vous soyez à la fois notre source d'inspiration et en même temps que vous soyez le haut-parleur de la ligne politique de l'UMP pour aller convaincre les Français qui ne partagent pas tous la même analyse que la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais que votre carte d'adhérent de l'UMP, à condition qu'elle soit à jour de cotisation, devienne une carte d'électeur au sens strict du terme. Vous voyez, une espèce de carte électronique avec laquelle vous pourriez voter facilement, sans qu'on ait à organiser tout le barnum qu'on va organiser pour l'élection à la présidence de l'UMP. Parce que ça aurait un énorme avantage, c'est que ça permettrait à la direction de l'UMP de vous soumettre par un vote, à un référendum interne, la politique générale de notre mouvement. On pourrait chaque année vous interroger en vous disant est-ce que vous êtes d'accord avec la politique qui est conduite par l'UMP, avec les orientations stratégiques de un grand avantage, puisqu'il va y avoir des sensibilités qui vont pouvoir s'exprimer au sein de l'UMP, il y a bien un moment où il faudra que ces sensibilités acceptent de se retrouver sur une ligne politique générale. Quand ça sera facile, on fera les arbitrages au bureau politique, ou on fera les arbitrages au Conseil national, mais quand on sera sur des sujets durs, eh bien on fera les arbitrages avec vous, c'est-à-dire que c'est vous qui voterez. Et une fois que vous aurez voté, eh bien personne ne pourra plus contester la légitimité de la ligne politique conduite par la direction de l'UMP. Je voudrais que vous puissiez donner votre avis sur toutes les candidatures à toutes les élections, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales, parce que vous avez le droit de donner votre avis sur les candidatures. Enfin, avec cette carte d'électeur, je veux que vous puissiez voter
aux primaires ouvertes qu'on organisera pour choisir notre candidat à l'élection présidentielle de 2017. Parce qu'on n'a pas besoin d'être plus bête que les socialistes. On peut nous aussi monopoliser tous les médias pendant 3 mois autour de nos débats, de nos valeurs et de nos candidats. Et enfin, je veux qu'on crée des écoles de cadre. Je dis des écoles de cadre parce que je ne veux pas qu'elles soient parisiennes. Je veux qu'on crée des écoles de cadre qui soient proches de nous, où les militants de l'UMP qui le souhaitent puissent apprendre le débat politique, puissent apprendre les outils du débat politique. Parce que là, on est entre nous, tout a l'air facile. Je dis il faut travailler plus, et hop, tout le monde applaudit. Quand il va falloir aller expliquer ça dans un atelier, peut-être que ça va être un peu plus dur. Et on aura besoin de militants qui soient bien formés pour l'expliquer. Quand on ira l'expliquer dans les bureaux, ça sera peut-être encore un peu plus difficile. Et alors, quand on ira l'expliquer dans la salle des profs, là, il faudra des militants qui soient drôles. Il y a tellement de choses encore que j'aimerais vous dire, mais il y a M. Labaume qui me fait signe que j'ai un train à prendre. Je voudrais simplement terminer en vous disant que c'est une équipe que vous allez choisir. Et vous allez choisir un président. Je veux vous dire que le président, ce n'est pas le secrétaire général de l'UMP. Moi, je ne suis pas candidat au poste de secrétaire général. Je suis candidat à remplacer Nicolas Sarkozy, qui est le dernier président qui a été élu à la tête de l'UMP. Le secrétariat général de l'UMP, je vous propose la candidature de Valérie Pécresse, qui a été un remarquable ministre pendant tout le quinquennat, qui a fait des réformes très difficiles et très courageuses. La candidature de Laurent Wauquiez comme vice-président. Laurent incarnera dans cette équipe le centre, la sensibilité sociale. C'est le successeur de Jacques Barrot dans la Haute-Loire. Et comme moi je voulais démontrer qu'on peut faire vivre dans la même équipe, y compris dans l'équipe de campagne aujourd'hui, des gens qui sont au centre et des gens qui sont très à droite, j'ai demandé à Éric Ciotti d'être le directeur de ma campagne. Pas vous laisser abuser par le débat. Est-ce que l'UMP est trop à droite, pas assez à droite, trop au centre, pas assez au centre? Ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est le redressement de la France. Et pour redresser la France, il faut essayer de rassembler le maximum de gens. Et si on peut faire travailler des centristes avec des gens qui sont très à droite, ben on a plus de chances demain de gagner les élections, y compris les élections municipales. Enfin, je voudrais terminer en vous disant peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus personnel. Moi, je suis un militant. Et je suis même un militant depuis l'âge de 14 ans. Parce qu'à 14 ans, j'ai fait une rencontre. Une rencontre qui est restée malheureusement spirituelle. J'ai jamais pu lui serrer la main. C'était une rencontre avec le général de Gaulle. J'avais tapissé les murs de ma chambre de photos du général de Gaulle. Ça faisait un peu sourire mes copains parce qu'eux, ils mettaient plutôt des photos de Che Guevara. Bon, quand je regarde le bilan de Che Guevara et celui du général de Gaulle, j'ai pas trop de regret d'avoir choisi le général de Gaulle. Mais si à l'époque j'étais fasciné par ce personnage, c'était parce qu'il avait sauvé la France 3 fois. Il avait sauvé la France une première fois du déshonneur, en incarnant la France éternelle à Londres et dans la Résistance. C'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à dire à François Hollande que je n'acceptais pas qu'il dise que la France était coupable des crimes qui ont été commis sur son territoire pendant l'occupation. On peut dire c'est le gouvernement français, on peut dire c'est la France officielle à la rigueur, mais pas la France éternelle, parce que la France éternelle c'était De Gaulle, c'était les résistants, et c'était surtout des centaines de milliers de Français qui souffraient très dur dans leur vie quotidienne du déshonneur et des privations. Il a sauvé la France une deuxième fois, il l'a sauvé de la faillite. En 1958, on était en fait. Il a redressé la monnaie, il a posé les bases de l'économie française moderne, et il a créé des moteurs de notre économie qui fonctionnent toujours. Qui a lancé les trains à grande vitesse? De Gaulle et Pompidou. Qui a lancé la construction des centrales nucléaires? De Gaulle et Pompidou. Qui a lancé la construction de l'Airbus et de la politique aérospatiale qui est devenue européenne maintenant? De Gaulle et Pompidou. Donc oui, il a sauvé la France une deuxième fois. Et puis enfin, il a sauvé la France une troisième fois. Il a sauvé la France de ce que j'appelle les politiciens. C'est-à-dire ceux parmi les hommes politiques qui confondent l'intérêt de leur parti avec l'intérêt général, avec l'intérêt de la nation. C'est eux qui avaient mis le pays par terre sous la 4e République. Parce qu'il y avait tellement de partis, qu'il y avait tellement de chefs, qui passaient tellement de temps à négocier entre eux, qu'ils en oubliaient complètement l'intérêt général. De Gaulle nous a donné des institutions qui nous permettent de nous protéger un peu de ça. On a un président de la République qui est au-dessus des partis parce qu'il est élu au suffrage universel. On a une majorité à l'Assemblée nationale parce qu'on a un mode de scrutin qui permet, la plupart du temps, de dégager des majorités à l'Assemblée nationale.
eh bien il faut conserver ça. Il faut défendre ça. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'hommes politiques français, à gauche comme à droite, qui au fond d'eux-mêmes n'ont jamais totalement admis qu'on leur ait enlevé du pouvoir. Et ils aimeraient bien revenir à ce jeu des partis. Et ils aimeraient bien revenir à ces négociations. Quand on négocie, on est obligé toujours de lâcher quelque chose. Alors on négocie des postes au gouvernement, on négocie des pouvoirs supplémentaires, ou alors on négocie sur le fond, et on arrive à des compromis qui sont tellement éloignés de la politique qui devrait être conduite. Regardez les socialistes aujourd'hui, quand ils décident de fermer Fessenheim, vous croyez que c'est dans l'intérêt du pays? Mais pas du tout. C'est dans leur intérêt électoral uniquement pour avoir les voix des Verts. Donc on est dans un comportement qui est typiquement un comportement 4e République. Alors je vois que M. Jospin vient de proposer d'introduire de la proportionnelle aux prochaines élections législatives. Eh bien je vous dis, il faut se battre contre cela. Parce que si on a de la proportionnelle aux prochaines élections législatives, on n'aura plus de majorité à l'Assemblée nationale. Parce que la France, elle est comme ça. Il y a tellement d'idées, tellement d'opinions différentes. Il y aura tellement de partis qu'on n'aura plus de majorité à l'Assemblée. Et si on n'a plus de majorité à l'Assemblée, alors on ne pourra pas mettre en œuvre un projet de redressement comme celui que je vous propose, qui est un projet qui demande une majorité courageuse, une majorité forte, une majorité qui est prête à affronter l'impopularité parce que c'est dans l'intérêt national. Voilà, mes chers amis, vous voyez, je termine mon discours en vous parlant du général de Gaulle. Je suis sûr que vous allez vous dire, il a vraiment la cheville qui est très enflée. Je vous rassure, je ne me prends pas pour le général de Gaulle. Je pense simplement que quand la France est dans une situation aussi grave, aussi difficile que celle que nous affrontons, on a intérêt à se référer aux meilleurs exemples. On a intérêt à se référer aux plus grands hommes. Et pour moi aujourd'hui, le meilleur exemple, c'est le général de Gaulle parce que c'est l'exemple de l'intérêt général et c'est l'exemple de l'amour de la France.